Mesdames et messieurs, bonjour. Pardon de ces quelques minutes de retard. Et merci de votre patience et de votre intérêt. Je serai très bref parce que je sais ce que vous attendez et ce n'est pas moi forcément qui vais vous le révéler et vous livrer l'information. Mais je voudrais juste dire un mot puisqu'on ouvre cette décennie, cette nouvelle décennie du Festival de Cannes avec cette 71e édition. On a avec Thierry et les équipes décidé de lancer cette opération des Swedish in Cannes en proposant à des jeunes gens de France, de Navarre et du monde entier, dès lors qu'ils ont entre 18 et 28 ans et qu'ils aiment le cinéma, d'être candidats, s'ils le souhaitent, à venir passer 3 jours à Cannes dans les 3 derniers jours du Festival de Cannes. La seule chose qu'on leur demande pour être sélectionnés et retenus, c'est de nous faire une lettre de motivation. L'opération a été lancée hier matin et déjà hier soir, il y avait 600 candidatures, 600 lettres de motivation. On va sans doute décider d'ailleurs d'en proposer quelques extraits sur notre site d'ici le festival, parce qu'il y a des lettres qui parlent tellement de passion, de cinéphilie, qui parlent de cinéma, de désir, que c'en est réjouissant, émouvant, et ça veut dire qu'il y a 1000 ou 1500 jeunes au minimum qui, non seulement de France, mais on en a reçu des hier, de Chine, d'Inde, qui vont passer par la croisette et qui vont s'inscrire dans la perspective des minimums des 10 ans qui viennent. Voilà, je voulais vous dire ça parce que ça nous réjouit et que j'avais envie de le partager avec vous. Thierry ? Merci Pierre, bonjour à tous. Comme chaque année, voici donc la sélection du festival, la sélection officielle du Festival de Cannes 2018. Non sans vous dire, comme chaque année également, la nature statistique de cette sélection. Pour la première fois, chaque année ça monte un petit peu, nous étions à 1700, 1800 films, nous sommes maintenant à 1906 films visionnés en long métrage, plus encore en court métrage. Encore une fois, la règle veut que tous les films qui nous sont proposés soient vus. Tous ne sont pas retenus, bien entendu, puisque c'est une sélection d'environ 50-60 films, in fine, qui composera l'essentiel des projections. Je voudrais évidemment remercier 2 types de personnes. D'abord, tous les gens qui nous ont présenté des films. C'est assez beau souvent, et les Américains font ça beaucoup lorsqu'on leur dit non à un film. Ils nous disent merci d'avoir pris le temps de le voir, ce film. Et ce qui nous console un peu parfois de la peine que nous avons, de la peine que nous leur faisons. Et bien là, c'est un peu pareil. Je voudrais remercier tous les gens qui nous ont présenté des films, même si ces films-là n'ont pas été retenus, dire qu'il y avait plus de films que nous aimons que de films que nous avons retenus, des films que nous espérons voir chez nos collègues des sections parallèles ou dans d'autres festivals, mais dire également que l'ensemble de ces films qui nous sont présentés disent bien la vitalité de l'art cinématographique, la vitalité du désir cinématographique, et que le cinéma, c'est dit dans les salles du monde entier, le cinéma se porte bien, le cinéma survit, le cinéma, dans une civilisation de l'image qui n'est plus la même que lorsqu'il est né, ou que même il y a seulement encore 20 ans, le cinéma est toujours là et dit des choses sur le monde et sur les femmes et les hommes, le dit de manière singulière, qui n'est pas dit de cette façon-là sur les autres supports de l'image. Les deuxièmes remerciements que je voudrais faire, c'est évidemment à mes camarades des comités de sélection. Je rappelle, parce que beaucoup de questions nous sont posées, que la sélection s'organise en 3 comités, le comité des films étrangers, le comité des films français, et puis ce qu'on appelle le 3e comité, composé de jeunes gens, filles et garçons, qui voient le tout venant, ces films qui ne s'annoncent pas, dont nous ne connaissons pas la provenance géographique, artistique, dont nous ne savons pas qui sont ceux qui nous les présentent et qui sont les metteurs en scène, et pourtant ces films-là sont vus. C'est ces gens-là, avec Christian Jeune et moi-même, qui voient les films, qui ont vu ces 1906 films, et je voudrais les remercier sincèrement, comme je voudrais, avec Pierre, remercier l'ensemble des équipes du Festival de Cannes qui nous permettent d'être ici et qui nous permettront de nous retrouver tous mardi 8 mai, et non plus, comme vous le savez,
mercredi. Tout à l'heure, on sera prêt à répondre à un certain nombre de questions que vous voudrez bien nous poser, et il pourra y en avoir sur les nouveaux modes d'organisation de la grille de la programmation. Dans cette sélection officielle que je vais annoncer dans quelques instants, vous verrez un fort renouvellement. Vous noterez un renouvellement générationnel, un renouvellement de cinéastes, de gens dont vous n'avez peu ou pas entendu parler, que vous n'attendiez peut-être pas à cette place-là, et qui est, encore une fois, simplement le résultat de ce processus de sélection. Quand cette sélection commence, elle ne s'arrête jamais vraiment, puisque dès le mois de juin, on voit déjà des films, mais disons, quand elle commence réellement, au début de l'année, il n'y a aucun agenda de la part des sélectionneurs, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune ligne éditoriale préalable qui voudrait que nous ayons décidé de faire ceci plutôt que cela, en fonction de décisions extra-création mondiale. C'est plutôt, encore une fois, les films qui sont là, qui se font sélectionner par nous, qui nous font signe et qui viennent, en s'additionnant les uns aux autres, dessiner quelque chose de ce qu'est le cinéma en 2018. Et nous espérons que cette sélection, annoncée ce matin et projetée, vous partez déjà, et projetée dans le Palais des Festivals, le fera à nouveau. Je commence par les séances spéciales, sélections qui se structurent de la même manière. Séances spéciales, séances de minuit, hors compétition, appliquées aux films projetés dans la grande salle, un certain regard et la compétition. Dans les séances spéciales, nous avons un film thaïlandais qui s'appelle 10 ans en Thaïlande, sous la houlette de la Palme d'Or et du cinéaste thaïlandais le plus célèbre, Apichatpong Weerasethakul, accompagné de Adiat Asara Visit Sanasatyang Suleyanorn Shripul. C'est un film donc à sketch qui sera présenté en séance spéciale, film présenté salle du 60e ou salle Buñuel. The State Against Mandela and the Other, l'État contre Mandela et les autres, est un documentaire qui a été fait à partir des images d'archives et pas seulement du procès fait à Nelson Mandela. Le film est réalisé par Nicolas Champeau et Gilles Porte. Le Grand Cirque Mystique au Grande Circo Mystico est un film, là, pas documentaire, mais de fiction, de Carlos Diegues. Et ce sera l'occasion de faire un hommage à Carlos, à Cacá Diegues, grande figure du cinéma brésilien, figure du cinéma novo-brésilien, et que nous aurons plaisir à accueillir sur la Croisette. Wang Bing, son film s'appelle Les âmes mortes, et les âmes mortes sont celles des gens témoins de la révolution culturelle dont il a recueilli les souvenirs, dont il a recueilli le visage, les corps. C'est un film d'ailleurs qui ouvrira sans doute le festival, pendant qu'on sera encore tout à fait physiquement ouvert, puisqu'il dure 8h15. Autre documentaire, Michel Toesca a fait un documentaire qui s'appelle À tout vent. C'est un documentaire sur les migrants. On avait montré l'an dernier le documentaire de Vanessa Redgrave sur cette question-là, que tant en fiction qu'en documentaire, évidemment, a traversé de nombreux films que nous avons vus, tout simplement parce que c'est une réalité du monde, qui n'est pas toujours une réalité politiquement polémique ou juridiquement polémique, c'est aussi une réalité humaine des grandes migrations des hommes et des femmes sur cette planète. Le film s'appelle donc À tout vent. Romain Goupil a réalisé avec Daniel Cohn-Bendit un film qui s'appelle La Traversée. Et ce film-là est un documentaire non pas sur la France de 1968, dont ils ont été l'un et l'autre parmi les figures, mais sur la France de 2018. Ils sont partis à la recherche d'une certaine vérité, 50 ans plus tard, de ce que sont les gens de ce pays, qui sont ceux qui travaillent, qui essaient de travailler différemment, des paysans, des ouvriers, etc., etc. Ça s'appelle La Traversée. Et puis, Wim Wenders, dont nous avons pris l'habitude ces dernières années d'accueillir les documentaires. La dernière fois, c'était sur le photographe brésilien Sébastien Salgado. Et là, c'est un film qui s'appelle Un homme de parole. Et l'homme de parole, c'est le pape François.
sur lequel Wim Wenders a fait un documentaire. Et nous nous proposerons de montrer ce film un dimanche. Et le pape ne montera pas les marches. Et oui, on n'est pas sûr que le pape vienne monter les marches. En séance de minuit, Joe Pena, jeune cinéaste, a réalisé en Islande un film qui s'appelle Arctic avec Mads Mikkelsen. C'est un film de genre, c'est un film de survie dans la neige. Et Yong Jong-ming, j'allais presque cinéaste coréen, et on pourrait dire que les Coréens ont un rond de serviette prédéterminé chaque année en séance de minuit. Vous vous souvenez du train pour Busan, pardon. Eh bien, ce film s'appelle Gongjak, et vous verrez qu'il y a une présence assez forte du cinéma coréen. On a vu beaucoup de films, encore une fois, d'un cinéma qui est toujours extrêmement plein de vitalité. Il n'y a que 2 séances de minuit. On en rajoutera quelques-unes, puisqu'on vous décevrait sinon. La sélection sera complétée dans quelques jours par, ici et là, quelques films supplémentaires. En hors compétition, nous avons déjà annoncé Solo, A Star Wars Story, réalisé par Ron Howard, film qui sera montré hors compétition, présence du studio Disney, de Lucasfilm et désormais de la Fox. Si je crois les autorisations définitives leur sont données pour cette fusion, on est content d'accueillir. Ce n'est pas la première fois, c'est même la 3e fois que nous accueillons l'un des épisodes de la saga ou l'un des ce qu'on appelle les spin-offs de cette saga. Et puis, autre film hors compétition, film français de l'acteur Gilles Lelouch. C'est un 2e film, il avait fait un film qui s'appelle Narco. Celui-là s'appelle Le Grand Bain. Nous sommes heureux d'ailleurs de l'accueillir. C'est un film avec un certain nombre d'acteurs, Jean-Hugues Anglade, Philippe Catherine, Leila Bekti, Virginie Efira, Benoît Poulvorde, Guillaume Canet, et pardon, évidemment, j'aurais pas dû commencer parce qu'il va m'en manquer, et un certain cinéma français d'auteur grand public est toujours bienvenu sur La Croisette, et on est heureux d'accueillir ce film de Gilles Lelouch produit par Alain Attal. J'en viens maintenant au Certain Regard. Le Certain Regard, 2e sélection compétitive du Festival de Cannes, de la sélection officielle, présidée cette année, comme vous le savez, le jury par Benicio del Toro. Ali Abbasi est un cinéaste suédois, le film s'appelle Grance. Meriem Benbarek, le film s'appelle Sophia, elle est marocaine et c'est un premier film. Andrea Bescon et Éric Métayer, c'est également un premier film. Entrée française, le film s'appelle Les Chatouilles. Bigan, dont vous vous souvenez qu'il avait fait un film qui s'appelle Kaylee Blues. Celui-là s'appelle Long Day's Journey into Night, film chinois, donc entrée chinois pour ce sorte de fils de Wu Xiaoxian et de David Lynch. J'espère que cette lui conviendra. Nandi Tadas, c'est un 2e film, c'est une cinéaste, surtout une actrice indienne qui joue Marguerite Duras à Bombay, qui était venue au jury il y a quelques années. Elle réalise son 2e film sur le poète écrivain indien Manto, qui était une sorte de Rimbaud et Charles Bukowski indien. Lucas Dont, c'est un jeune cinéaste belge, et c'est donc un premier film qui s'appelle Girl. Vanessa Philo est une cinéaste française, c'est son premier film, il s'appelle Gueule d'ange, avec Marion Cotillard, et Valeria Golino, c'est son 2e film, c'est l'actrice que vous connaissez italienne. Celui-là s'appelle Euphoria, avec Riccardo Scarmaccio et Valerio Mastrander, pardon. Je savais qu'on allait m'aider. Le film s'appelle Euphoria. Gaïa Gigi est une cinéaste syrienne. C'est un premier film qui s'appelle Mon tissu préféré, film d'histoire contemporaine, puisqu'il ne se passe pas exactement de nos jours, mais il y a quelques années, en 2011, au moment du déclenchement des premières révoltes en Syrie. Étienne Callot, c'est un jeune cinéaste passé par la Ciné-Fondation. C'est un premier film d'Afrique du Sud. Le film est d'ailleurs un
et d'ailleurs un film sur les afrikaners, ça s'appelle Les Moissonneurs, 10 Troppers, premier film. Autre film africain, un film kényan, réalisé par Wanuri Kayu, qui s'appelle Rafiki. Le Certain Regard, cette année, est un peu au cœur de sa vocation, aussi et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens nouveaux qui apparaissent, beaucoup de premiers films également qui apparaissent. Ulrich Köhler, première fois également, tous ces gens-là, la plupart de ceux que je viens de citer viennent pour la première fois en sélection officielle, comme l'allemand Ulrich Köhler, le film s'appelle In My Room, ou l'argentin Luis Ortega, El Angel. Et le cinéaste russe travaillant au Kazakhstan, Aldilkan Yerzanov, The Gentle Indifference of the World. Et j'ajoute le film d'Antoine Desrosières, que vous n'aurez pas sur le dossier de presse, donc notez bien son nom. En fait, on a terminé à 3h du matin, et lui dormait à 3h du matin lorsqu'on lui a dit qu'on était heureux d'accueillir son film au Certain Regard, et donc c'est que ce matin qu'il nous a répondu. Le film s'appelle À genoux les gars. C'est un film quasiment co-créé, il en est le metteur en scène, avec ses actrices qui ont écrit le scénario et les dialogues. À genoux les gars, c'est un film qui est un peu au cœur aussi d'un certain nombre de choses qui ont traversé tous les films que nous avons vus autour des nouveaux modes de sexualité, des nouveaux modes de rapport femmes-hommes, dont vous savez que cette affiche en est également le témoin. Elle est arrivée tard parce qu'on a beaucoup réfléchi, ce qui était l'esprit des temps en janvier. Nous ne savions pas s'il serait toujours le même au mois de mai. Et lorsque on aime bien prendre acte d'une certaine actualité dans nos affiches, et c'était le cas lorsque déjà, avec un film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, nous avions évoqué la Méditerranée, à un moment où la question méditerranéenne ne se faisait pas toujours au cœur de l'actualité de façon toujours bienveillante, nous avons voulu redire aussi, après ces débats qui ont traversé l'automne et l'hiver, que le cinéma et la vie, c'est aussi l'amour. Je vous laisse 2 secondes là. Donc Antoine Desrosières, À genoux les gars, qui ne figurera pas dans le dossier de presse, donc notez-le bien. Nous arrivons maintenant à la compétition qui sera ouverte, comme vous le savez, puisque ça a été annoncé par Asghar Farhadi et son film Todos lo saben, Everybody Knows, film iranien tourné en Espagne, avec donc une ouverture qui, pour la première fois depuis longtemps, ne sera ni française ni américaine, et avec un couple de stars qui sont parmi les plus célèbres, les plus vénérés par les magazines People et pas seulement, et qui ne sont pas précisément anglo-saxonnes, pour dire ce regard que nous avons toujours du côté de ce monde-là, alors qu'il y a beaucoup de stars également en Asie. Et là, nous avons 2 stars européennes, Penélope Cruz et Javier Bardem, dans ce film accompagné de Ricardo Darín, l'Argentin. Voici donc la liste des films qui sont en compétition. C'est par ordre alphabétique du nom de famille des auteurs, et parfois, du coup, ça n'a aucun sens d'autre que l'ordre alphabétique. Je commence donc par un film qui s'appelle En guerre, réalisé par Stéphane Brisé. 2e entrée de Stéphane Brisé en compétition après La loi du marché. Matteo Garonne, pour l'Italie, a réalisé un film qui s'appelle Dogman. Autre entrée en compétition d'un homme qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui n'est pas un habitué de cette compétition, même si la dernière fois, il a reçu un prix. C'est Jean-Luc Godard. Le film s'appelle Le livre d'images. Alors c'est un homme assez facile, si j'ose dire, et je le dis de manière très positive, parce je lui dis, Jean-Luc, en compétition, le film, et il me dit, mais c'est comme vous voulez. Alors que parfois, quand évidemment il y a des négociations avec des cinéastes ou avec des productions, les conversations sont un peu plus complexes là. Et nous avons souhaité que ce film, qui est dans la veine des essais cinématographiques de Jean-Luc Godard, que ce film soit là en compétition.
Une entrée japonaise et d'un jeune cinéaste japonais dont le nom vous ne sera peut-être pas forcément connu, de Ryusuke Hamaguchi. Le film s'appelle Netemo Sametemo, Asako 1 et 2. Autre entrée française en compétition, Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite. Christophe Honoré n'est pas revenu à Cannes en compétition depuis, et c'est sa deuxième apparition seulement, depuis Les Chansons d'amour, il y a plus d'une dizaine d'années. Troisième entrée française en compétition, Eva Husson, deuxième film. Le film s'appelle Les Filles du Soleil. Elle avait réalisé un film qui s'appelait Gang Bang, Bang Gang. Bang Gang. Eva Husson. Autre entrée en compétition, le cinéaste chinois Jia Zhangke, Ash is Purest White. Deuxième entrée japonaise, autre entrée asiatique en compétition, Hirokazu Koreda, qui tourne bientôt aussi vite que Hong Sang-soo. Le film s'appelle Shoplifter. Première entrée en compétition de la cinéaste libanaise Nadine Labaki. Le film s'appelle Capharnaüm. Et ce film-là dit un peu des choses, encore une fois, que seul le cinéma peut dire, en tout cas de cette façon-là. D'une vie quotidienne à Beyrouth, des enfants des rues, des migrants, puisque, encore une fois, les phénomènes de déplacement de population ne concernent pas seulement l'Europe, et Capharnaüm dit bien la description que nous recevons de Beyrouth, faite par Nadine Labaki. Le poète, écrivain et cinéaste coréen Lee Chang-dong a réalisé un film qui s'appelle Burning, inspiré lointainement de William Faulkner et de quelques autres artistes, et il n'est pas venu en compétition depuis Poétrie. Donc ce n'est pas quelqu'un qui tourne beaucoup, et ce n'est pas quelqu'un qui se retrouve beaucoup à Cannes. Quelqu'un qui venait beaucoup à Cannes peut-être à une certaine époque, mais qui n'est pas venu depuis plus de 20 ans, c'est Spike Lee. Le film s'appelle Black Klansman. Film très, très inspiré à la fois de l'actualité, bien que le film raconte une histoire des années 70. Un Spike Lee tout à fait en colère sur la situation de la communauté noire américaine, afro-américaine, et en même temps tout à fait apaisé sur le dialogue entre les communautés, ce qui donne un film à la fois qui raconte un certain moment de l'histoire américaine et qui se termine par une évocation de l'histoire, pas de l'histoire, du présent et du trait contemporain de la société américaine. Et pour mention, dans ce film, il y a un acteur qui joue et qui devrait être présent à Cannes sur le tapis rouge, qui est Harry Belafonte. Je le dis parce qu'on est content de la perspective. David Robert Mitchell avait fait un film qui s'appelait It Follows, vous vous souvenez de ça? Son nouveau film s'appelle Under the Silver Lake, et il est en compétition, produit par nos amis de A24, qui sont des jeunes gens, des jeunes producteurs assez actifs dans le cinéma d'auteur américain. Je précise que on a évoqué 2001 et que la Warner nous accompagne sur cette restauration de 2001 et en présence de Christopher Nolan. Star Wars, c'est Disney, comme je le disais, et Lucasfilm. Et là, c'est Universal avec Wim Wenders et avec Spike Lee. Et puis les jeunes producteurs américains d'aujourd'hui qui font le cinéma d'auteur américain, un cinéma d'auteur dont vous savez qu'il est aussi en pleine mutation à l'intérieur de cette grande mutation des systèmes de production, de financement du cinéma US et aussi du cinéma mondial. David Robert Mitchell, donc Under the Silver Lake. Vous verrez, puisque ce film-là est annoncé à 2h20, d'ici là je crois qu'il y aura peut-être quelques minutes en moins, vous verrez que la tendance à faire des films courts ne diminue pas. Je ne parle pas seulement de Wang Bing, ou plutôt cette tendance qu'on a remarqué à faire soit des films assez courts, d'1h25, d'1h30, soit faire des films de plus de 2 heures.
Mais on a été sympa. Jafar Panahi, c'est la première fois qu'il vient en compétition. Il était venu déjà à Cannes, évidemment, au certain regard, et son film s'appelle Three Faces, Trois visages, et c'est un road movie dans l'Iran d'aujourd'hui. Je pourrais presque dire que c'est un road feel-good movie dans l'Iran d'aujourd'hui, pour un homme qui, par ailleurs, n'est pas dans une situation personnelle, comme vous le savez, très confortable, mais qui parvient quand même à continuer à faire son travail d'artiste et à faire son travail de cinéaste, et que nous inviterons tout à fait solennellement. Et avec Pierre Lescure, nous voulons dire ce matin aux autorités iraniennes, aux autorités politiques iraniennes, qu'ils recevront une lettre de notre part, et nous y associerons les autorités françaises pour faire une invitation en bonne et due forme pour autoriser enfin Jafar Panahi à quitter le territoire iranien, à venir présenter son travail et à le laisser rentrer dans son pays. Et j'espère que tout ça se passera très très bien, parce qu'on a très envie d'accueillir Jafar, qui avait gagné, comme vous le savez, l'Ours d'Or pour Taxi Téhéran, chez nos amis de Berlin. Dire aussi, puisque je parle de Taxi Téhéran, que c'est Ngame Panahi qui vend ce film, et c'est en France Memento qui le sortira, et qui avait fait ce travail formidable déjà sur son film précédent. Notre traducteur qui est là, et que vous ne l'entendez pas là, monsieur Zlotowski, père de Rebecca Zlotowski, et dont je veux saluer la présence et le travail, m'a dit tout à l'heure que la bonne façon de prononcer le nom du cinéaste qui arrive, mais je vais me tromper, de Pavel Pavlikovski, et le film s'appelle Zima Vojna. C'est bon? Gina Vojna. Bon, vous connaissez ce cinéaste qui a fait aussi les films un peu en Angleterre, Summer of Love, et qui est le réalisateur de Ida, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger, qui vient à Cannes avec ce film, également tourné en format carré, en 37, tourné en noir et blanc, produit par Amazon. Je tiens à le préciser, entre autres par Amazon, que nous accueillons là, avec quelques autres films également. Une deuxième entrée en compétition pour celle qui, la dernière fois, a obtenu le Grand Prix pour Les Merveilles, c'est Alice Rohrwacher, la cinéaste italienne. Le film s'appelle La Razzo Felice, et c'est un film tourné, et on revient à des choses qu'on a pu remarquer également, des cinéastes qui n'oublient pas que le cinéma est aussi un art visuel, est un art pictural, et elle a tourné son film en Super 16. Ce qui se voit dans son film, ce qui se sent sur le mode de narration, sur le mode de montage. Quand on la connaît, Alice Rohrwacher, c'est dans ses films quelqu'un qui est plutôt du côté de ceux qui défendent la décroissance dans la vie en général, et qui s'interroge sur nos conditions de survie dans une planète que nous malmenons. Eh bien, elle applique ça également dans son travail de cinéaste, tant en production qu'en mode d'écriture, qu'en post-production et qu'en tournage. Donc on verra si le film sera montré en pellicule ou projeté en numérique. J'en profite pour vous rappeler que, par principe, une lettre est envoyée à chaque production en leur demandant de choisir leur mode de projection, en numérique, en DCP, 4K, ou en projection. Il y a toujours, dans le Palais des Festivals de Cannes, des projecteurs. On va même installer des projecteurs 70 mm pour projeter 2001, dont là aussi, je veux redire qu'il ne s'agit pas d'une copie restaurée. Le négatif était en bon état. Il s'agit de tout ça supervisé par l'un de ceux qui croient beaucoup à la salle de cinéma et à la pellicule, qui est Christopher Nolan, chef de file d'un certain nombre de ses collègues sur la question. Il a souhaité qu'on retire une copie 70 mm afin qu'à Cannes, l'expérience d'avril 68 sur les premières projections de 2001 puisse être totalement renouvelée. Donc on ne verra pas le film en numérique, on verra le film en pellicule. D'ailleurs, vous, journalistes, faites-nous bien, même par mail, hein, nos mails sont publics, dites-nous bien si vous avez très envie d'assister à cette projection. Tout ça parce qu'on est en train encore d'hésiter entre la salle Debussy ou la salle Lumière. Au départ, c'était la salle Debussy, qui est une salle que les cinéastes aiment beaucoup.
Mais s'il y a beaucoup de demandes, évidemment, nous souhaitons satisfaire ces demandes pour tout le monde, plus les jeunes gens qui, en effet, vont nous rejoindre. Voilà, Alice Rohrwacher, en cinéma, en pellicule, Lazzaro Felice. J'ai dit Larazzo, non? Lazzaro Felice. Abe Shoki est un premier film, est un jeune cinéaste égyptien. Le film s'appelle Yomedine et c'est un road movie aussi égyptien dont le personnage principal est un lépreux, un acteur non professionnel. Tout ça pour ne pas dire le mot acteur amateur, un acteur non professionnel. Et là encore, c'est un film qui nous emmène dans une société du monde, dans un pays, mais un pays qui est représentatif d'autres pays. Et là encore, le cinéma nous donne des nouvelles du monde, nous donne des nouvelles des femmes et des hommes d'une façon remarquablement forte et singulière. C'est un petit film, hein, c'est un film qui dure 1h30, que nous mettons en compétition, que nous avons l'audace de mettre en compétition. Vous voyez que cette sélection est pleine de gens nouveaux et c'est aussi ce qu'on a souhaité faire, de donner leur chance à un certain nombre de jeunes cinéastes. Et enfin, Kirill Sebrennikov, c'est un artiste russe, homme de théâtre. Isabelle Huppert parle toujours de lui avec beaucoup d'émotion. Et homme de cinéma, on avait accueilli le film qui s'appelait Le Disciple au Certain Regard il y a 2 ans. Et il est en compétition avec Leto, l'été, film qui raconte l'histoire du rock à l'époque de Brejnev. C'est-à-dire qu'au moment où nous tous, enfin parmi ceux qui étaient là, partagions une passion pour Lou Reed, pour Mark Bolan, et pour tous les grands rockers, pour Jim Morrison, etc., dans les années 70, et bien de l'autre côté du rideau de fer, c'était la même chose. Et ce film-là raconte cette possible subversion par la musique de la société, et en l'occurrence cette impossible subversion par la musique à l'époque de Brejnev et de Staline, enfin des temps staliniens, et c'est un film tourné également en noir et blanc. Je vous parlais de la picturalité dont les cinéastes prennent soin. C'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire également sur l'écran, et c'est un film qu'on est très heureux de présenter. Et je veux dire également, après Jafar Panahi, que Kirill Sebrennikov est aussi un homme assigné à résidence dans son propre pays. Cannes, vous le savez, a toujours été un lieu de liberté de création, de liberté de présence des artistes. L'histoire du festival fourmille d'épisodes comme ça, et nous inviterons également Monsieur Sebrennikov à venir présenter son film en personne. Voilà donc la composition de cette sélection officielle quasi complète, avec dans les jours qui viennent quelques rajouts qui sont souvent bénéficiaires à certains films, puisque l'an dernier, la Palme d'Or The Square avait été rajoutée après l'annonce de la sélection officielle, puisque le film n'était pas prêt, comme il y a quelques années, Entre les murs, de Laurent Cantet, qui fut également consacré Palme d'Or quelques semaines plus tard. Merci de votre attention. Tu laisses entendre qu'il y aura une Palme d'Or annoncée dans quelques jours. Oui, surveillez bien Bravo. cette annonce. Alors, on passe aux questions-réponses, et Christine Aimé, qui est là, et dont vous pouvez saluer la présence, puisque c'est elle qui, à Cannes, avec Frédéric Cassoli, mais il y a moins de photographes, et de Frédéric Cassoli et Clément qui sont également là, applaudissements, qui sont également ceux qui s'occupent de vous à Cannes. Donc Christine me dit, tu leur dis bien de se présenter, de se lever et de dire qui ils sont avant de poser leurs questions. Ce qui est fait, la parole est à la salle. Je vois un bras levé. Alors il faudrait aussi que les gens qui ont des micros lèvent le bras, comme ça, voilà. Donc, monsieur qui est là, levez-vous, donc. Voilà, comme ça, on ira plus vite. Bonjour, France 2, l'émission Stupéfiant. Vous faites le choix de ne pas diffuser le Don Quichotte de Terry Gilliam. Est-ce que c'est lié au démêlé judiciaire du moment et est-ce que vous le regrettez? Alors, encore une fois, la sélection n'est pas tout à fait complète. Vous le soulignez à juste titre que le film est l'objet de... Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a pas mal comme ça.
Il est l'objet d'un conflit qui a été porté devant la justice. Donc oui, le film n'est pas annoncé comme vous l'avez tout à fait bien remarqué. Bonjour. Merci pour ce rapport très clair. Alors moi, j'ai encore deux questions. D'abord, question des selfies. C'était un scoop international. Pourquoi vous avez fait ça? Et puis, pourquoi il n'y a pas des films de l'Europe du Sud-Est, ex-Yougoslavie? Et vous êtes d'où, vous et vous êtes d'où? Moi, je suis de là-bas aussi. Mais j'écris pour la presse française des Mais Suisses c'est bien parce que américaines. d'habitude, c'est les Italiens qui commencent par cette question, mais là, ils ne pourront pas la faire parce qu'il y a des films italiens. Alors, à cette question, je réponds de façon générique, hein, pour tous les pays du monde. Il n'y en a pas, car il n'y en a pas. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on a vu 1900 films, il a fallu faire des choix, ces choix sont ceux-là. La répartition géographique, quand j'évoque un film d'Afrique du Sud, un film du Kenya, un film du Liban, un film d'Égypte, la répartition géographique est tout à fait forte. Cette année, il y a plus de, je sais pas, 200, 300 pays à l'ONU, et on ne peut pas avoir une sélection pouvant être complètement représentative. Néanmoins, je le dis souvent, mais pas pour vous consoler, nous voyons des films de cette région du monde qui sont des films, tout à fait dignes de considération. Et par ailleurs, nous annoncerons le programme de Cannes Classique dans quelques jours. Et à Cannes Classique, nous veillons également à ouvrir cette sélection qui autrefois, au début, se faisait un peu comme ça. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de films qui sont candidats à des pays dont on n'imaginait pas qu'eux aussi, désormais, veillent sur leur patrimoine, restaurent les films, ont des labos, ont des cinémathèques, des archives. Et c'est important, quand ils ne sont pas forcément avec des films contemporains en sélection officielle, d'y être en sélection officielle par le cinéma classique, par le patrimoine, qui redit d'une autre façon également qu'ils étaient et qu'ils sont de grands pays de cinéma. Alors, les selfies, c'est drôle parce qu'on avait annoncé ça déjà il y a 4 ans, et on n'avait pas du tout été suivi, on avait été couvert de ridicule, on n'y était pas arrivé du tout, hein, à les interdire. Donc là, on a décidé de faire un acte d'autorité un peu plus fort. Il y a 2 raisons pour lesquelles on a décidé de les interdire. La première, elle est technique. C'est que depuis l'arrivée des selfies, on a vraiment des problèmes, non pas pour commencer les films à l'heure, mais des problèmes de cortège, des problèmes de montée de marche. Vous n'êtes pas là avec nous quand Pierre et moi sommes au sommet des marches pour voir les premiers spectateurs. Il y a 2200 personnes à faire rentrer dans la grande salle et ça ralentit considérablement l'arrivée du public. Il y a des chutes, hein, parce que les gens ne voient pas ce qu'ils font, donc ils tombent sur les escaliers, ils tombent par terre, on déplore de nombreux blessés, non je plaisante, mais en tout cas voilà, donc en gros c'est une immense pagaille, c'est pas beau. Et puis la deuxième, c'est une raison un peu plus philosophique. Personnellement, je me souviens, et Pierre aussi, et chacun d'entre vous, de ma première montée de marche. Les selfies n'existaient pas, je m'en souviens tout à fait comme si c'était hier. Je m'en souviens physiquement. Il y avait même d'ailleurs des photographes qui étaient là, parce que j'avais un faux smoking, puisqu'on m'avait laissé rentrer, mais un photographe me prenait en photo, donc j'étais surpris. Là, puis on m'a dit non, mais dégage, parce que c'était le type derrière qui devait être pris en photo. Donc il y avait une peur, un sentiment d'illégitimité, il y a quelque chose. Cannes est basé sur le désir, sur le secret, et sur une certaine tradition, d'élégance, d'un certain nombre de choses. Eh bien, la pratique des selfies, qui est une pratique mondiale, qui se fait partout, et tous les hommes politiques se retrouvent tout le temps piégés à être bêtes et à sourire comme ça, avec des gens qui les prennent par les épaules. Et je dis les hommes politiques, les artistes, eh ben nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on pense que ça vient endommager un peu le tapis. C'est une pratique assez joyeuse. Je voudrais préciser qu'à Berlin, à Venise, aux Oscars, au César, le public ne passe pas par le tapis rouge. À Cannes, oui. Parce que ça fait partie de l'expérience cannoise que de passer par le tapis rouge. Donc il faut en respecter un petit peu les principes et les traditions. Sinon, en effet, on peut faire passer le public par les couloirs. Et là, dans les couloirs, ils pourront faire tous les selfies qu'ils veulent. Donc voilà, et on remarque que ce qui était, on s'était fait moquer, hein, moi on m'avait accusé de ne pas comprendre mon époque,
eh bien, c'est un peu mieux compris aujourd'hui. Donc là où nous sommes, nous trouvons que c'est bien de revenir et de se regarder dans les yeux plutôt que de se regarder à travers un écran. Les artistes, pardon, oui. Ouais, je voudrais juste ajouter que, d'abord, c'est moche, 9 fois sur 10. Donc, venir pour monter dans la grande salle lumière, où on va avoir une projection qui aura 20 sur 20 techniquement et esthétiquement, et faire des photos pareilles, c'est peut-être intéressant, mais je trouve ça irrespectueux. Parce que non seulement, dans beaucoup d'autres festivals, le public ne rentre pas par la red carpet, mais il y a énormément de gens tout autour qui ne pourront pas, eux, avoir accès à la salle, qui viennent voir le défilé sur le tapis rouge. Il y a des tas de gens qui suivent à la télévision, des tas de gens maintenant qui suivent sur les réseaux sociaux, et ils ne suivent pas pour voir des gens toujours anonymes, parce que ce ne sont pas les stars ou les acteurs ou les producteurs ou les cinéastes qui se prennent en photo. Ce sont des gens qui ont la chance, invités par un partenaire, invités par la ville, invités par nous, ils ont la chance d'être sapés comme jamais, comme dirait Gims, et ils montent, et là, ils commencent à se prendre en photo devant à la fois toute la croisette et le monde entier à travers les réseaux. Je trouve ça irrespectueux. Tu as la chance d'être invité et d'avoir ce plaisir qu'évoquait avec émotion Thierry, surtout si tu viens avec un vrai smoking et pas un faux smoking. Ça va, on peut être décent. Et c'est vrai que si on veut faire des selfies, on peut passer par le côté et dans les couloirs, on fait tout ce qu'on veut. Mais autant qu'on pourra stopper ce flot que je trouve irrespectueux et sans intérêt, on le fera. Et on ajoute que Cannes, on vient pour voir et pas pour se voir. Ulrich. Mais vous voyez, vous applaudissez pas beaucoup non plus. C'est-à-dire que si France Culture vient de faire un très beau papier, le magazine Elle, sur cette question-là, mais on n'est pas très soutenu, donc on a décidé de le faire, quoi. Voilà. Monsieur. Oui. Voilà. Bonjour. Alors attendez, parce qu'il y a un monsieur qui, je crois, c'est sur le sujet. Oui. Attendez, il y a un micro, parce que sinon on ne vous entendra pas. À votre droite. Excusez-moi, c'est Jolie Herstel, c'est Elifax, c'était exactement sur le même sujet. En fait, les selfies sont interdits, mais est-ce que les photos sont interdites aussi? C'est-à-dire que photos, lorsque selfies. quelqu'un prend la photo de quelqu'un, c'est le même problème et la même question. Absolument. Donc, tout est interdit. Paf. D'accord. Sauf, non, parce que c'est évidemment la même chose. Oui, mais c'était pas clair lorsque vous dites selfie interdit. Oui, donc oui, ce oui. sont oui. toutes D'ailleurs, les photos interdites. pour faire aussi un signe amical à nos amis québécois, qui appellent ça des égo-portraits, quand on dit selfie. Donc il n'y a pas que les égo-portraits, il y a aussi les portraits tout court. Je précise aussi, puisqu'on se fera, on se questionnait là-dessus, que les artistes des films, eux, ont le droit de le faire. Bonjour, Madame. Ulrike Koltermann de la ZDF, la télé allemande. Une petite question à propos des projections de presse. Si on a bien compris, il n'y en a plus. Pourquoi vous n'avez pas opté pour un embargo, peut-être lié aux sanctions? Parce que si vraiment vous ne faites plus de projections de presse, nous, par exemple, on ne peut plus fournir des sujets à notre JT. Donc, au long terme, notre présence sera mise en danger et je pense qu'on n'est pas les seuls. Donc, ça serait dommage si on ne peut plus faire des sujets pour le JT du soir, ce qui n'est pas possible sans projection de presse. Merci. Ah là, vous applaudissez. Hein. Alors, d'abord, évidemment... d'abord, évidemment, il n'y a pas plus de projection de presse. Hein, il ne s'est jamais agi de ça. Oui, on voudrait modifier la grille de programmation de Cannes. D'abord parce qu'elle existe depuis plusieurs décennies et on a souhaité, comme vous l'aurez compris, faire un certain nombre de changements pour questionner nos propres pratiques, pour questionner un petit peu le futur et dans quelle façon technique, dans quelle direction le Festival de Cannes va évoluer. Alors, ce que nous voulons faire, ça n'est pas en direction de la presse, c'est en direction des projections de gala. C'est-à-dire que nous n'avons pas nous n'avons pas décidé de dire nous faisons passer la presse après. D'abord, la presse sera majoritairement en même temps. Ensuite, sachez que
enfin vous le savez, vous connaissez la grille de Cannes, avant qu'il y ait une projection de gala en présence des équipes, il y a en général 2, 3, 4 projections de chaque film, qui ne sont pas seulement des projections de presse, qui sont des projections pour l'industrie, pour les professionnels, pour le public, etc., pour les festivaliers. C'est aussi ces projections-là dont nous souhaitons qu'elles passent après la projection de gala, afin que la première présentation d'un film se fasse en présence de l'équipe du film. Alors évidemment, on prend toujours des comparaisons dont nous savons bien qu'elles ne sont pas tout à fait raison. Néanmoins, au Festival d'Avignon, que nous saluons, les pièces n'ont pas lieu le matin. Bon, tout le monde voit la pièce en même temps le soir. En plus, dans les films que nous annonçons, en tout cas sur le territoire français, il n'y en a que 3, maximum 4, qui sortiront en même temps que le festival, que la durée du Festival de Cannes. Deuxième exemple, ça vous aurait déçu si je ne prenais pas un exemple de football, mais hier, évidemment, il fallait suivre le match entre le Real et la Juve jusqu'au bout pour en savoir quel était le résultat. Donc on est parfaitement conscient des... Hein, donc les journalistes ont bossé après. Et les journalistes ont travaillé après. On est parfaitement conscient de ce que ça va changer beaucoup de choses, pour nous y compris. Mais lorsqu'on a pu lire ici et là que c'était pour se protéger, pour protéger les films, pour empêcher que la presse puisse parler, il ne s'agit pas de ça du tout. Maintenant, bien sûr, vous avez raison, et ça nous a été dit, et on réfléchit beaucoup à ça. Qu'en effet, le rythme était, on voit les films le matin, on fait des images, etc. Surtout pour... Nous, on était convaincus que les radios, les télévisions avaient dit bah, super, parce que nous, on est dans l'instantané. Non, parce qu'en effet, on a parlé avec vos collègues français, et ils nous ont dit non, nous, on faisait les images. Bon, d'abord, sachez qu'on va tenter cette expérience-là, on va aussi voir ce que ça donne. Sachez également que quand vous, là je parle à la presse écrite, il y a un moment vous décidez de changer la maquette de votre journal, nous lecteurs on est énervés parce qu'on avait l'habitude, puis au bout de 15 jours, 3 semaines, 2 mois, on s'y fait. Donc il y a peut-être quelque chose qui va changer. Concernant l'embargo, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible sur les projections de presse, ça n'est pas possible. Un journal américain d'ailleurs nous a écrit pour réclamer un embargo, et 24 heures plus tard, il faisait la fuite sur Star Wars. Donc, de toute façon, on est dans un monde de l'instantanéité. Il y a parmi vous des gens dont nous savons très bien, parce qu'on sait, qui font des tweets pendant les génériques de fin. Donc, l'embargo n'est pas possible. Et puis, il ne faut pas qu'il soit possible. Nous voulons au contraire, un film est montré, ça y est, tout le monde peut en parler. Alors, le tout le monde, c'est qui? C'est la projection de gala et puis la projection de presse. Et les professionnels et le public verront le film le lendemain. Il y aura la conférence de presse, le photocall également le lendemain. Aujourd'hui, on est en train de faire plein d'hypothèses. On parle beaucoup avec vos collègues, sachez qu'on est quand même très ouvert. Par exemple, on disait, on va faire attention à la presse quotidienne. Mais pendant Cannes, tout le monde est quotidien. Un certain nombre de trades américains ou français sont dans l'instantanéité Internet. Donc tout le monde est quotidien. Donc si on commence à dire, non, on va prendre 200 journalistes qui sont les plus importants, vous n'avez pas aimé ça. En tout cas, on nous a dit que vous n'aimeriez pas qu'on constitue une caste qui, eux, pourraient voir les films le matin. Comment on les choisit? Enfin, pour vous le dire un peu techniquement, mais on est en train de préparer, là on était vraiment sur la sélection, et on aura l'occasion d'échanger. Et je veux bien vous dire que nous sommes preneurs, quelques-uns de vos collègues l'ont fait, de toute mesure qui vous semblerait plus intelligente que celle que nous faisons. Parce qu'il y a aussi un vécu qui est le vôtre et dont on veut bien, qu'on veut bien connaître. Donc il y a ça, n'hésitez pas, on aimerait ceci, on aimerait cela. Il y a des gens, des photographes, qui régulièrement, avec Frédéric Assouline, disent « ça serait mieux que… » On est prêt, c'est aussi de ce point de vue-là que nous souhaitons ouvrir. Par exemple, y compris quand on nous dit qu'il n'y a pas assez de points d'eau. Bon, on va rajouter des points d'eau. Il y a assez de café, par contre. Les chiffres du café, c'est tout à fait formidable. Bon, techniquement, le film A, de 19h, pour l'appeler comme ça, sera montré en salle lumière, ça peut être 18h30, ça peut être 19h30, en salle lumière, et en même temps, en salle Debussy, et en même temps, en salle Bazin. Donc, il y a plus de fauteuils. D'accord? Parce que nous savons aussi que... Alors, il y a 4000 accrédités presse. Il y a, en moyenne, vous êtes en moyenne, 1200 personnes
à aller aux projections de presse. Donc vous verrez ce film-là en même temps que le gala. Hein. Et à 22h, il y a toujours cette projection Bazin, pour ceux qui préfèrent d'abord aller dîner, puis voir ce film-là, qui n'est pas d'ailleurs toujours pleine. Hein. Donc on est en termes de nombre de fauteuils à peu près, et là on vous rajoutera les choses. Donc on a sacrifié d'autres projections pour vous permettre de. Le film B, pour l'appeler comme ça, celui qui est donc à 22h ou 22h30, en salle lumière. Comme on s'est renseigné, on a su qu'il n'était pas possible de faire une deuxième projection de presse dans l'élan, sera vu par la presse le lendemain matin à lumière à 8h30. Ça veut dire que vous switchez les deux films A et B, mais vos habitudes ne changent pas. Vous avez Debussy vers 19h, 18h, 17h, peu importe, et Lumière le matin à 8h30. Lumière dont on s'est rendu compte, ça m'a été dit par quelques-uns de vos collègues, c'est qu'il y a tellement de monde par rapport à avant, que pour une séance à 8h30, il faut que vous soyez là à 8h moins le quart pour trouver une bonne place. Et c'est aussi à ça, c'est ça que nous voulons corriger. C'est aussi ça que depuis des années, petit à petit, en étant fataliste, en pensant que tout ça finissait par devenir normal, qu'on veut aussi questionner. Pour les films de compétition de l'après-midi, ça ne change rien. C'était déjà le cas. Il y avait des projections parfois le matin à Bazin, elles auront lieu en même temps, et puis dans la grande salle. Et là, madame, et je sais bien, hein, je ne vais pas faire croire que c'est la même chose, mais nous faisions déjà ça pour les projections de l'après-midi, presse et public en même temps. Presse et gala en même temps. Pour le Certain Regard, c'est ce que nous avons fait également depuis plusieurs années. Les deux premières projections du Certain Regard ont lieu avec tous ceux qui souhaitent y assister, dont la presse, à Debussy. Et le lendemain, il y a les projections de rattrapage pour la presse. Donc la grille n'est pas facile à établir. Hein. On s'est mis nous-mêmes dans une montagne à gravir. Christian Jeune est en train de construire tout ça. C'est une expérience que nous souhaitons faire. Alors, ça va changer beaucoup d'habitudes, les vôtres, les nôtres aussi, celles des équipes. Il nous a été dit, je fais des questions et les réponses, pardon, que du coup, un certain nombre de journalistes privilégiés verront les films à Paris, puisque les équipes voudront arriver et commencer par travailler. Oui, ça n'a toujours existé. Je précise que s'il a toujours été clair que les films qui sortent ont le droit, évidemment, en particulier pour les mensuels, et je sais qu'il y a déjà eu une projection du Asghar Farhadi qui sort le lendemain de sa projection à Cannes. Ces films sont montrés à la presse, mais je précise que par ailleurs, les projections d'avant Cannes, qui autrefois étaient des projections secrètes, etc., nous ne les avons, en tout cas dans les temps récents, jamais interdites. Un, parce qu'on comprend que les journalistes aient besoin de s'avancer. D'ailleurs, nos collègues des sections parallèles font des projections à Paris tout à fait officielles, puisque dans le nombre de films que vous avez à voir, c'est bien de pouvoir en voir quelques-uns à l'avance. Donc nous, on ne les interdit pas. Et chaque fois que quelqu'un vous dira « le Festival de Cannes ne veut pas », ça n'est pas vrai. Ce qui ne veut pas dire que les distributeurs, les attachés de presse vont tout à coup inonder Paris, New York, Rome de projections de presse préalables. Mais nous savons bien que... Donc, il ne s'agit pas, comme ça a été écrit, on a écrit qu'on voulait se réconcilier avec l'industrie, c'est pour ça qu'on brimait la presse. Il ne s'agit pas de ça du tout. L'industrie n'était même pas au courant de ces changements de grille. Donc, nous espérons que ça va se passer au mieux, qu'on va travailler ensemble pour ça. On est très ouvert à toutes vos suggestions, critiques, remarques, tout ce qui permettra... Et puis peut-être que, comme quand vous changez de maquette, au bout de 2 mois, on aime bien cette nouvelle maquette, peut-être que vous avez trouvé ça super. Oui, Autre bonjour. question. Très vite. Même si Cate Blanchett, c'est le président de jury, cette année-là, tout a changé parce qu'il y avait ce tremblement de terre. Et 71e festival, c'est le premier dans 30 ans, je crois, que Harvey Weinstein ne sera pas là. Ce n'est pas digne de mentionner son nom, mais c'est à Cannes que les femmes ont dénoncé ce qui se passe dans le Cap. C'était ici à Cannes. Alors, je ne sais pas si j'ai les oreilles bouchées, mais je n'ai pas entendu parler de beaucoup de femmes cinéastes ou des films de femmes. Parce que vraiment, c'est time's up. S'il n'y a pas des films de femmes, l'année prochaine, nous aurons Cannes avec femmes. Parce que ça fait des années, je reste dans la salle et il n'y a pas de films de femmes. Et maintenant, c'est fini.
Merci. Combien de films il y a des femmes? Merci pour votre question, parce que du coup, on aborde à peu près, en effet, tous les problèmes. Excusez-moi, Je crois qu'il faut j'avais une autre faire, question. on va parler, en effet, de ce tremblement de terre que vous mentionnez et que chacun sait. Le monde n'est plus le même depuis le mois de septembre dernier jusqu'au septembre-octobre, je ne sais plus. Alors, dans ce que vous dites, il faut faire une différence entre les femmes cinéastes et la question Time's Up, MeToo, etc. Pour aborder la question des femmes cinéastes, qui est une question qui a déjà été abordée. La question de dire « je ne vois pas beaucoup de femmes cinéastes », il y en a. Donc, le pas beaucoup, on n'a pas le temps d'en parler ici, il y en a. La question des quotas qui a été évoquée par des femmes cinéastes, etc., ne concerne en aucun cas les quotas artistiques de sélection dans les festivals. Et nous, ça reste notre point de vue, c'est-à-dire que les films qui ont été sélectionnés l'ont été pour leur qualité propre. Et il n'y aura jamais de sélection en discrimination positive pour des femmes ou pour, il y a quelques années, on nous interrogeait systématiquement sur le cinéma africain. Et je disais, pourquoi est-ce qu'on parle du cinéma africain une fois par an et à Cannes et pas toute l'année et partout ailleurs? La question des femmes cinéastes, pendant longtemps, il y avait Alice Guy, à qui nous rendrons hommage par le documentaire de Pamela Green dans Cannes Classique. Il y avait Germaine Dulac, il y avait Ida Lupino, il y avait Agnès Varda. Elles étaient très rares, les femmes cinéastes. Elles sont de plus en plus nombreuses. Et si vous regardez bien, à part Catherine Bigelow, toutes les femmes cinéastes qui ont émergé ces 3 dernières décennies sont venues montrer leurs films à Cannes. Mais il ne s'agit pas plus sur les femmes que sur les hommes, que sur quoi que ce soit d'autre, autre chose pour nous que de faire un jugement à partir des films à tort ou à raison. Je rappelle que tant Agnès Varda que André Arnold nous ont dit à plusieurs reprises, on espère bien que chaque fois que nos films sont sélectionnés, ce n'est pas parce que nous sommes des femmes, mais parce que nous sommes des artistes. Bien. Donc, ce point-là est tout à fait clair. Après, j'ajoute que, comme pour d'autres critères, quand il s'agit d'hésiter entre tel ou tel film, oui, nous avons vocation à veiller à certains équilibres, à veiller à certaines présences, à veiller à faire en sorte que Cannes, parce que c'est le plus grand festival du monde, tende à une certaine universalité. Donc, il y a des femmes cinéastes en compétition, il y en a 3, peut-être une 4e si la sélection est complétée par la présence d'une femme. Il y a des femmes cinéastes, mais encore une fois, et ça a bougé depuis, et nous avons passé beaucoup de temps, Pierre Lescure et moi-même, avec des femmes cinéastes récemment. On a beaucoup échangé avec certaines d'entre elles. On va le faire beaucoup entre maintenant et le festival sur ces questions-là. Bon. Et toutes nous disent, non, évidemment, le processus de sélection n'est pas concerné par la question, et encore moins par la question MeToo, Time's Up, puisque c'est une question qui dépasse de toute façon le terrain du cinéma. Et pour en venir à cette deuxième question, non, je présente ce matin la sélection officielle, et nous n'avons pas l'intention ici de parler de ces questions-là. Mais on en parlera bien sûr pendant Cannes, et on va en reparler. Notre position est assez simple, le Festival de Cannes n'a pas vocation, ni légitimité, ni compétence à évoquer ces questions-là, survenues après, oui, en effet, la tempête provoquée par ce que nous avons appris d'Harvey Weinstein et de quelques autres. En revanche, nous accueillerons un certain nombre d'organisations, de prises de parole, d'instances qui, elles, sont là pour évoquer ça. Le monde ne sera plus jamais le même, le Festival de Cannes ne sera sans doute plus jamais le même non plus. Et les autres festivals aussi. Simplement, il y a des gens dont c'est le combat, et c'est à eux qu'il faut aussi donner la parole. Et c'est ce que nous ferons. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est que là où nous sommes, et sur la sélection, nous veillons quand même à la présence des femmes en sélection. Il y en a beaucoup, hein. Vous verrez, au certain regard, il y a également un certain nombre de femmes. Mais je redis aussi qu'il ne faut pas lire cette sélection officielle uniquement à l'aune de la seule compétition. Mais nous avons commencé par interroger nos propres pratiques. D'abord à l'intérieur de l'équipe du Festival de Cannes, sur la répartition hommes-femmes, qui est d'ailleurs tout à fait déséquilibrée en faveur des femmes. Il y a plus de femmes
qui travaillent au Festival de Cannes, sur la question de l'égalité salariale. Toutes ces questions-là sont des questions qui font partie de ce mouvement. Donc, nous, on souhaite déjà interroger nos propres habitudes, nos propres traditions, sur la parité dans les jurys, qui sont là depuis très longtemps. Kate Blanchett et Ursula Meyer pour la compétition et pour la Caméra d'Or, Bertrand Bonello et Benicio del Toro pour les courts-métrages Ciné-Fondation et pour le Certain Regard. Et à l'intérieur de ces jurys, et il y aura 5 femmes en l'occurrence cette année pour le jury de la compétition et 4 hommes. Donc on veille également à ça. Et puis, je l'ai dit, mais pardon de le répéter, l'an dernier, Agnès Jaoui, Marina Deux, Jessica Chastain, qui sont des femmes très engagées sur ces questions-là, m'ont posé des questions sur les comités de sélection, sur l'idée d'un regard féminin, qui n'est pas le même que le regard masculin, quand on voit les films. Agnès Varda me dit toujours, mais les films de guerre, c'est les films de garçons. Et c'est intéressant, et elles avaient raison. Et non, les comités n'étaient pas tout à fait équilibrés. On a veillé à les rééquilibrer. Et à faire en sorte que la présence, oui, d'une opinion, d'un regard féminin, pardon, d'employer peut-être des expressions qui doivent être un peu manipulées avec prudence, mais on veille à ça. Et le film de Eva Husson, et nous n'aimons pas distinguer tel ou tel film de la compétition par principe, pour les mettre tous à un point d'égalité, mais puisque vous vous interrogez sur le sujet, le film d'Eva Husson, gageons que vous direz, comme je l'affirme, parce que moi je l'ai vu, que c'est un film de femme. Et c'est peut-être, vous savez, c'est comme de Alléluia de King Vidor à Black Panther de Ryan Coogler. Il y a quelque chose, il n'y a pas tant de films que ça, sur la présence de l'homme noir, l'homme afro-américain, dans les images distillées par le cinéma américain, le plus grand cinéma du monde, le cinéma hollywoodien. Mais il y a eu ça. Et Black Panther est aussi un film pierre de touche, produit par Disney sur ces questions-là. Eh bien, le film d'Eva Husson, qui évoque la guerre des Kurdes et des femmes kurdes, des combattantes kurdes, on peut dire que, pas seulement pour le sujet, que le point de vue, que la manière de filmer, qu'un certain nombre de choses, vous verrez dans le film, et pardon, je ne veux pas trop m'avancer, mais je veux bien qu'on en parle après, mais en tout cas, c'est mon sentiment sur ce film-là, en dehors de sa qualité qui lui vaut d'être en compétition, ce film-là est, je crois, quelque chose d'assez nouveau. Pour terminer, je dirais que nous déplorons comme tout le monde qu'il n'y ait qu'une seule femme Palme d'Or. Nous n'aimons pas qu'il soit dit, pour défendre une cause, que c'est une demi-Palme d'Or, comme ça a été écrit cet hiver, parce qu'à l'époque, l'ex-aequo existait, et que Jane Campion avait reçu sa Palme d'Or ex-aequo avec Chen Kaige. Mais nous aimerions qu'il y ait une autre femme Palme d'Or. Jane Campion adorerait qu'il y ait une autre femme Palme d'Or. Mais quand elle était présidente du jury, elle n'avait pas décidé de donner la Palme d'Or à une femme ou à un homme. Elle a décidé de donner la Palme d'Or à un film. Bon. Et que par ailleurs, évidemment, l'inégalité en présence homme-femme, évidemment, elle est partout, même chez les chefs 3 étoiles. Quand même, il y a un excellent livre qui vient de paraître aux éditions Sabine Vespizer sur les mères lyonnaises, qui sont quand même la racine fondamentale de ce que, et ça me permet de faire un petit hommage à Monsieur Paul, sont devenus quelques grands cuisiniers français, qui sont un peu seuls hommes à l'être aujourd'hui, aux côtés d'Anne-Sophie Pic. Et vous aurez noté, madame, que dans les institutions françaises, quand vous prenez l'école de la Fémis, par exemple, là, ils ont fait en sorte que les entrées, les inscriptions soient équilibrées et partagées entre femmes et hommes. Et c'est donc très en amont, au moment de l'école, que cette presque quota a été observée par la Fémis. Et tous les gens de cinéma vous diront que sur les plateaux de cinéma, on voit de plus en plus, parce qu'il n'y a pas que les comédiennes, les réalisatrices ou les scénaristes, mais il y a aussi toutes les professions du cinéma. Et il y a en ce moment en France de plus en plus de techniciennes expertes qui sont sur les plateaux parce qu'elles ont suivi des cours dans des écoles qui observent une parité beaucoup plus militante. Oui, bonjour. On est le plus grand festival du monde
Et nous souhaitons être exemplaires sur ces questions-là. Aidez-nous aussi. Nous, on y va avec beaucoup d'humilité. Je voudrais d'ailleurs dire que quelqu'un comme Tony Marshall, comme Rebecca Zlotowski, comme pour parler des réalisateurs français, Céline Sciamma, que nous allons voir beaucoup, nous aide beaucoup. Nous, on ne veut pas donner une vérité, on veut travailler avec celle dont c'est, encore une fois, le sujet, avec un travail de fond. Et le Festival de Cannes s'efforcera d'être de plus en plus exemplaire sur ces questions. Bonjour, Samuel Pétrequin pour l'agence de presse et Associated Press. J'aimerais savoir si vous avez des commentaires à faire sur l'annonce par Netflix de ne plus présenter aucun film à Cannes, et si cette annonce vous a conduit à faire des modifications de dernière minute. J'y vais moi. Alors, d'abord, nous avons un dialogue fructueux, contrairement aux apparences, avec Netflix. Ensuite, Netflix fait partie de ces nouveaux entrants. C'est la raison pour laquelle l'an dernier, on avait voulu en témoigner en sélectionnant 2 films achetés par Netflix. L'un était produit, l'autre était produit d'une autre façon, traditionnelle, si j'ose dire, par Netflix. Ces films ont été en compétition. Ça a suscité de nombreux débats qui ont conduit le Festival de Cannes à redire une règle qui existait, mais qui existait depuis les années 50, c'est-à-dire que les films doivent sortir en salle. Mais à l'époque, dans les années 50, ces questions-là ne se posaient pas. Donc il a été redit que tout film visant à la compétition doit être ouvert à la distribution en salle. Il y avait, et c'est écrit dans la presse, quelques films produits par, enfin en tout cas possédés par Netflix, qui nous ont été proposés. Nous avons fait des offres pour 2 de ces films, pas tous, pour 2 de ces films, l'un en compétition, l'autre en hors compétition. Et en compétition, évidemment, il s'agissait que la règle soit respectée de ce que ces films puissent être vendus à des distributeurs. Sur la place de Paris, il y avait des candidats à la distribution de ces films. Netflix, pour les raisons que vous savez tous, qui sont au cœur d'un débat, et d'une certaine façon, on est heureux que ce débat ait lieu aussi pendant Cannes. Netflix n'a pas souhaité sortir ce film en salle, donc, conformément à la règle, ces films ne pourront pas être alignés en compétition. Donc oui, Netflix, on peut dire, ils ont retiré des films qui, bon, le film ne pouvait pas de toute façon être en compétition. L'autre film, ça a été dit par eux, donc je peux me permettre d'en dire le titre, c'est The Other Side of the Wind de Orson Welles, qui est à la fois un film de 1972 et de 2018. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Philippe Van Rimsia, qui, avec Peter Bogdanovich et Frank Marshall, sont parvenus à enfin terminer ce film dont Welles avait commencé le montage avec l'aide de sa fille Béatrice Wells et de sa femme Oja Kodar. Ce film, évidemment, n'était pas destiné à la compétition, mais au hors compétition. Pour des raisons qui leur appartiennent, Netflix n'a plus souhaité nous présenter également ce film-là et le documentaire qui l'accompagnait, qui s'appelle They Will Love Me When I'll Be Dead. Ce qu'on pense un peu tous, hein, qu'on sera aimé quand on sera mort, quoi. Bon. Eh bien, c'est dommage, parce que Orson Welles avait été président du jury, membre du jury. Il est un de ceux, d'ailleurs, comme Steven Spielberg, qui a été président, puis après, qui est revenu membre du jury, parce que Steven nous dit, quand est-ce que je reviens? Robert De Niro dit la même chose, mais juste simple juré. Hein. Évidemment, il avait gagné la Palme d'Or avec Othello. Et donc, la place de ce film était à Cannes. Et donc, alors moi, regardez-moi bien, moi je l'ai vu le film. Voilà. Et parce que c'est un désir qu'on avait tous de le voir. Et tout le monde a le désir de voir ce film. Et je précise que Netflix n'est pas, par hasard, possesseur des droits de ce film-là. Netflix s'est engagé. Et je tiens aussi à le dire, quand je parle d'un dialogue fructueux, j'ai face à moi des gens qui connaissent, qui aiment le cinéma, qui n'ont pas le même point de vue philosophique, peut-être que nous ou que d'autres, puisque les débats sont très intenses et souvent, dès que quelqu'un dit quelque chose, on est soit d'accord, puis dès que quelqu'un dit le contraire, on est également d'accord. Le monde est comme ça aujourd'hui, Cannes en est le témoin. Après l'épisode de l'an dernier où 2 films Netflix étaient sur le tapis rouge, où on a été très critiqué, nouvel épisode, les films Netflix ne sont pas sur le tapis rouge et nous allons être très critiqués. En même temps, je suis assez d'accord avec l'une de vos consoeurs américaines
qui disait bon, ben, on peut comprendre qu'il n'y ait pas d'accord, étant donné le modèle installé par Reed Hastings et défendu par l'ensemble des équipes Netflix autour de lui pour le film que Thierry Frémaux avait dans la tête de mettre en compétition, puisque les deux modèles ne collent pas pour l'instant, en tout cas en France. En revanche, disait votre consoeur américaine, pourquoi punir Orson Welles, alors que vous avez fait ce travail remarquable de permettre la finition avec l'équipe emmenée par Peter Bogdanovich, comme le rappelait Thierry. Et c'est un peu le sentiment qu'on a. On a ce regret parce que c'était un beau geste de cinéma, ouvert par Netflix dans ce travail de finition plus que de restauration. Enfin, on allait le voir, et là, il bloque. Ça aurait été un beau geste, comme pour reprendre un titre de film. Mais ils n'ont pas voulu le faire pour l'instant. Le débat, on en est convaincus, Thierry et moi, reste ouvert parce qu'il ne pourra pas se solder simplement par « bon, ben, on ne vient plus ». Ce n'est pas aussi simple que ça quand on veut se développer dans le cinéma et dans les films, comme veut le faire Netflix. Le Netflix est le bienvenu à Cannes. On a des débats, il n'y a aucun conflit polémique. Il y a une défense de position qui fait normalement partie d'un dialogue qui parfois peut être conciliant, parfois ne l'est pas. Donc nous, on peut même faire, en effet, ce matin, un appel à Ted Sarandos, à Reed Hastings, à Scott Stuber, pour dire « Venez, continuons à parler. On a parlé l'an dernier, c'était bien. On va continuer. » Voilà. Ce qui n'empêchera pas mon ami Quentin Tarantino de demander une copie 35 mm de chacun de ses films pour être projeté au New Beverly à Los Angeles. Il y a une question à droite. Ouais. Bonjour, Renaud Barognan, Le Parisien. Vous avez annoncé les 4 présidents, rappelez les noms des 4 présidents de jury. Quand est-ce qu'on aura la chance d'avoir les jurys complets? C'est la première question. Deuxième question, c'est les 25 ans de Pulp Fiction, si je ne m'abuse, cette année. Est-ce que vous avez prévu quelque chose autour de ça? D'abord, les jurés, vous les aurez dans les jours qui viennent. Vous savez qu'on est obligé de faire un peu en fonction de quel film on prend. Il y a des gens qui étaient dans des films et que donc, voilà, donc ça arrive dans les jours qui viennent. Nous, on va continuer. Il y a Cannes Classique encore à annoncer. Nos collègues de la Semaine de la Critique vont également annoncer leur programme. Ceux de la Quinzaine également. On veut saluer également avec Pierre la célébration de la 50e édition de la Quinzaine des réalisateurs et le prix du Carrosse d'Or remis par la SRF à Martin Scorsese. Et la deuxième question, c'est quoi? Et Pulp Fiction. Alors, on a fait il y a 5 ans les 20 ans. C'était d'ailleurs, pour dire au cœur des débats, c'était une projection très belle, puisque j'appelle Tarantino pour lui dire tiens, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait faire ça. Alors on part de ça, mais ça serait génial, je viens, puis j'essaye de venir avec Uma, avec John Travolta, etc. Non, je te donne mon accord. Alors je dis bah, super, super, bon, bah, à très bientôt. Je raccroche, le téléphone ressonne, il fait en 35. Hein. Et donc on a Miramax a retiré des copies 35. On a réinstallé les projecteurs 35 sur la plage. C'est une projection qui était sur la plage, qui fut une projection absolument merveilleuse. Merveilleuse. Ils étaient tous là, très émus de revoir leur jeunesse. C'est aussi à ça que Cannes Classique sert. C'est pas seulement l'histoire du Festival de Cannes, c'est l'idée de voir ces films présents. Nous fêtons les 30 ans, par exemple, de la présentation du Grand Bleu. Il y a toujours une série d'anniversaires. La religieuse, c'est des choses qu'on annoncera dans Cannes Classique, restaurée par la Cinémathèque française. La religieuse fait partie de l'histoire du Festival de Cannes, souvenez-vous. En 60, Lucien, 5, 6, 7, la polémique entre Jacques Rivette et le festival. Bon, voilà, il y a toujours des anniversaires, mais peut-être pas Pulp Fiction cette année. Et puis en plus, Quentin Tarantino est au travail, ne le dérangeons pas. Si on veut avoir son film l'année prochaine. Vous n'avez pas de micro. Mais vous n'avez pas de micro, donc le micro, levez le doigt pour que... Et mettez-vous debout et présentez-vous. Non, mais tant que tu n'as pas de micro, Eva, on ne peut pas savoir. Arrive.
Oui, pour Jafar, Eva Bétan, France Inter, pour Jafar Panahi, les autorités françaises se sont engagées à vous aider de quelle manière? À faire pression ou appui? Comment? Ce n'est pas une question de pression, mais parce que d'abord, premièrement, nous ne sommes pas diplomates. Il faut retirer le mot pression parce qu'on part mal. Les autorités françaises vont accompagner notre démarche, ce qui est déjà très bien. Il faut à la fois être formel et en même temps, il ne faut pas non plus être provocateur. Vous savez bien le doigté et l'ourlet qu'il faut apporter à ces choses si on veut, et c'est notre vœu le plus cher, arriver à nos fins et que nos amis créateurs soient là. Ce qui n'est pas forcément gagné. Jamalini? Oui. Allô? Autre question? Oui. Oui, Jamalini pour le site de BFM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez re-signé avec Canal+ comme partenaire? Merci. Canal+ reste un des acteurs conséquents et souvent essentiels, même si la politique a été quelquefois moins volontariste de sa part. Il reste un acteur conséquent, essentiel du financement, vous le savez, du cinéma en France. Ils ont montré dès l'année dernière une vraie volonté de continuer d'accompagner de manière contractuelle, financière importante le festival. Pour différentes raisons, nous n'avons pas eu de dialogue aussi constructif avec d'autres partenaires. Canal s'est aligné, s'est montré volontariste, et sur le plan financier et sur le plan donc des moyens de production. Ils ouvrent des cases, ils vont l'annoncer tout à l'heure, et des propositions éditoriales plus importantes que l'année dernière. Donc on a considéré, alors que, par exemple, nos amis de France Télévisions, qui étaient désireux, mais qui n'avaient pas encore le temps de se consacrer complètement, alors qu'ils sont en plein questionnement sur plein d'autres choses, vous le savez, ils n'avaient pas encore le temps de nous proposer un plan éditorial précis. On a re-signé pour 3 ans avec Canal. Oui. Allez-y. Allez-y, pendant que votre micro... Bonjour, Paolo Levi. Loin de moi de vouloir faire l'italien de service en me plaignant de l'absence de films italiens, puisqu'il y en a 3 et c'est déjà pas mal. Ceci dit, il y a un grand porté disparu, Paolo Sorrentino. Je voulais savoir si la longueur de son film, 4 heures, vous a découragé à le regarder ou à le projeter à Cannes. Merci. Et avant de vous répondre, parce que comme on est... Pour continuer sur votre débat... Nous avons un film qui s'appelle, le film d'Antoine Desrosières, « À genoux les gars », sur le truc... Non, pour dire que, voilà, c'est pas notre réponse, mais il y a quelque chose de... En plus, quand vous verrez le film, bon bref, le « À genoux les gars », mais c'est aussi à l'intérieur des films, dont vous verrez que ces questions-là traversent maintenant. Et dans un an, il y aura sans doute encore plus de choses. Alors, pour parler du cinéma italien, alors bon, évidemment, on ne répond pas à ce genre de questions, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont été annoncés dans la presse, bon, évidemment, sur en général des listes très larges, et qui n'y sont pas là. Vous constatez que beaucoup de gens nouveaux sont là, et qu'il y a sans doute un désir, mais qui provoqué par les films eux-mêmes, d'une possibilité, quand il nous avait souvent été dit que c'était un peu tout le monde, toujours les mêmes cinéastes. Bon, là, on a en effet ouvert un peu les portes et les fenêtres à des gens qui n'étaient jamais venus à Cannes et dont nous espérons qu'ils seront aussi les forces vives du futur. Concernant le film de Paolo, le film, en effet, sort en Italie en 2 parties. Ce n'est pas sa longueur, c'est le fait qu'il sorte en 2 parties, dont une des parties sort avant Cannes. Donc, la nature même de ce projet nous a fait un peu hésiter par rapport à la façon dont il s'agissait de montrer le film à Cannes. Voilà. Donc, c'est des discussions que nous sommes encore en train d'avoir. Bonjour, à Radio Festival.
Mai 68, vous avez prévu quelque chose? On va célébrer les 50 ans de mai 68 au Festival de Cannes. À dire vrai, on n'a pas encore tout à fait eu le temps de réfléchir à tout ça. Mais la présence de Danny Cohn-Bendit et de Romain Goupil, d'une certaine façon, même s'ils le font de manière particulière, permettra d'ouvrir sans doute quelques discussions. Et puis en effet, dans le cadre de Cannes Classique, on va annoncer des choses, et puis il y a d'autres choses que nous allons annoncer. Après, on pourrait voir la présence de Jean-Luc Godard comme un signe, c'est-à-dire que la vraie présence au monde de Jean-Luc Godard, c'est d'être encore là, en cinéaste. 50 ans après, un moment précis où il n'a pas été le moins actif à engager le cinéma aux côtés des protestataires de l'époque. On s'interroge, on aimerait bien montrer Peppermint Frappé, qui est le film de Carlos Saura, qui fut le film non projeté ce jour-là. Et en même temps, il ne s'agit pas pour nous, si on monte le film, de dire que tout ça fait partie de l'histoire. On s'amuse d'ailleurs à lire les correspondances entre Robert Favre-Lebray, à l'époque, qui était quand même évidemment très en colère sur ce qui se passait. On ne veut pas... Je ne trouve pas que mai 68 soit tout à fait célébré par cette merveilleuse exposition à l'École des Beaux-Arts, soit très, très, très célébré. Et vous savez que, par ailleurs, en matière de cinéma, c'est comme Léo Ferré qui disait qu'il avait fait son 68 un an plus tôt. Il y a eu plein de nouvelles vagues, il y a eu plein de mouvements des années 60-68. Non, ce qui a été curieux, c'est que nous voulions faire avec Télérama quelque chose autour de la sélection, de la compétition 68, où il y avait 28 films. Hein. Donc, vous pourriez quand même nous remercier qu'il n'y en ait que 20 maintenant en compétition, il y en avait 28. Et il a été impossible, et ça c'est le passionné de cinéma classique qui s'en plaint, impossible de trouver les DVD des 28 films. Sur 28, on en a trouvé 13 ou 14. Donc il y a des films qui disparaissent corps et bien. On les trouve, j'espère, dans les cinémathèques, mais ça n'est ni en DVD, ni en... Donc voilà, mais c'était il y a 50 ans. On vous dira ça. Voilà. Ça fait partie des choses aussi on a encore plein de petites choses à vous annoncer. L'autre jour, Danny Cohn-Bendit disait « Ah non, je ne veux pas reparler de mai 68. C'est comme si en 68, on avait obligé tous les poilus à parler 50 ans avant 1918. » Non, mais oui, il y a 50 ans d'écart. Et il dit « Moi, je ne veux plus parler de 68 parce que ça me rappelle que j'ai 73 ans. » Disait-il en souriant, parce qu'il ne fait que sourire. Mais sur cette arithmétique, c'est aussi... on parle de Martin Scorsese qui est venu présenter en 73 Mean Streets à la quinzaine des réalisateurs, et au 72, 73, à l'époque attaché de presse Tavernier et Rissian. Mais il est clair qu'il y a plus d'écart entre nous et À bout de souffle, pour reparler encore une nouvelle fois de Jean-Luc Godard, qu'entre À bout de souffle et Murnau. Donc le temps a passé. Mais voilà. Bonjour. Bonjour. Bon, oui, si ça marche. Bonjour, Gaël Golen de Première. J'ai deux questions. La première porte sur les grands absents du festival. Sans donner de nom, on a su qu'au moins deux personnalités habituées du festival ne seraient pas là pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire choisissaient d'éviter le festival. Qu'est-ce que ça dit sur la force d'attraction du festival et comment vous avez pris cette décision? Et mon autre question porte sur les selfies. Je voulais savoir concrètement comment est-ce que vous allez les empêcher. Alors, deuxième question, première réponse sur les selfies, ça va être d'abord, on va le dire, on espère convaincre des gens, on espère que pour ceux qui partagent nos convictions, que vous nous aiderez à le faire, on va le rappeler, quand les gens iront retirer leur accréditation ou des invitations à la mairie de Cannes, on leur redira, attention, ne faites pas des selfies. Pour pénétrer sur le tapis rouge, il y a également des contrôles, il sera redit aux gens de ne pas faire de selfies, et puis au fur et à mesure, je pense que les gens n'en feront pas, et puis ceux qui en feront, ils seront raccompagnés à leur hôtel, enfin à leur voiture, dans la rue, mais en tout cas, ils ne verront pas les films, comme ça, voilà, ça durera 24 heures. La deuxième question, je ne peux pas y répondre si vous m'en dites pas plus. C'est-à-dire, on a su que, qui, quoi, quand, comment, parce que moi je ne sais pas, et les deux cinéastes en question qui ont dit qu'ils ne voulaient pas venir, dites-moi leur nom, parce que je ne pense que ce n'est pas vrai. Puisque votre question, dont vous ne dites pas d'où elle vient et qui dit quoi,
permet de vous dire que le festival perd de sa force d'attraction. Je n'ai pas donné de nom parce que traditionnellement, vous ne parlez pas des cinéastes qui ne sont pas à Cannes. Moi, donc, mais vous, allez-y. Alors, je vais dire Audiard et Dolan notamment. Audiard, ce serait pour des raisons... c'est la production américaine qui aurait refusé Cannes. Et Dolan, on dit aussi que c'est pour un placement aux Oscars. Alors, Xavier Dolan, j'espère pour lui que ce sera pour un placement aux Oscars. Comme vous savez, le montage du film, c'est tout à fait public, a été complexe. Et nous avons vu le film, nous souhaitions l'inviter, mais il est reparti en montage. Donc, du coup, il a dit « je ne veux pas présenter ce film-là ». L'invitation n'était pas formelle, on se parlait encore, vous savez que c'est comme un petit frère, donc on se parle tout le temps, et donc il a dit « non, je repars en montage ». Donc vous retrouverez ce film-là à l'automne. Donc il n'y a de sa part, ni de la part de ses producteurs, aucun refus d'aller à Cannes, autre que, et c'est généralement la raison principale. Concernant le film de Jacques Audiard, vous savez que c'est un film très cher, produit par les Américains, et qui est un film qui est encore soumis à des ventes pour en permettre de... Là, et donc là, il y a des questions stratégiques et qui ne sont pas dans un refus du Festival de Cannes, mais là, ce que vous dites pour le Dolan, qui n'est pas vrai, c'est vrai pour le Jacques Audiard, peut-être pas les Oscars, enfin, j'espère pour lui aussi les Oscars, mais sur une stratégie qui est une stratégie d'automne. Par ailleurs, Jacques Audiard, Fellini, vous savez, une fois qu'il est venu qu'il a gagné à la Palme d'Or, n'est plus jamais revenu en compétition à Cannes, il a choisi une autre présence, une autre manière de présence, et le film de Jacques est toujours en montage, hein. Par ailleurs, il n'est pas tout à fait terminé, mais je l'ai vu, moi. Voilà, et peut-être, j'espère pas, dans une... bon. Ça me permet quand même de dire une chose, et parce que vous savez qu'on est transparent, et ça n'est pas relatif au débat d'avant sur la question de la reformulation de la grille. Il est vrai que, du côté des Américains, pour parler d'un film qui est désormais coproduit par les Américains, et donc avec des gros enjeux financiers, il est vrai que Cannes, c'est ce qui en fait la grandeur, c'est ce qui en fait aussi le danger, est un lieu où parfois, quand on est sur une stratégie d'une sortie tardive à la fin de l'année, Cannes n'est peut-être pas le lieu idéal pour montrer un film parce qu'il y a danger. Il y a danger parce que le mode de communication, de circulation de l'information, de la rumeur, etc., n'est pas le même. Vous savez qu'il y a des années, la question se posait de savoir s'il fallait maintenir ou pas. Nous, on n'a jamais eu ce débat, mais moi j'étais festivalier, j'entendais régulièrement dire le Festival de Cannes va retourner au mois de septembre. Retourner, car au tout début, Cannes a été, une année ou deux, placé à l'automne. D'ailleurs, le premier Festival de Cannes annulé en 1939, celui dont Louis Lumière était le président, était au mois de septembre, qui évidemment, et pas seulement pour la question des Oscars, qui est la rentrée. Bon. Donc nous sommes au mois de mai, et pour certains films qui sont prévus pour les questions économiques, industrielles, stratégiques, artistiques, prévus en fin d'année, oui, c'est vrai que plus qu'avant, il y a l'idée, et ça n'a rien à voir avec la force d'attraction du Festival de Cannes, mais plus qu'avant, il y a l'idée de dire on ne montre pas le film parce qu'on attend de le montrer plus tard, puisqu'aujourd'hui, tout se sait, la preuve, vous savez plein de trucs, tout se sait. Bon. Donc voilà, oui, c'est une chose à laquelle nous sommes souvent confrontés, mais enfin, ça va. Quand, en revanche, un film sort en même temps, Star Wars, bon, il sort un peu après, quoi. Eh bien, les Américains nous ont dit, on adorerait venir. Mais si l'autre Star Wars qui était sorti en décembre, ils ne l'ont pas monté, bon, il n'était pas prêt, parce que souvent, aujourd'hui, les films sont prêts à la dernière minute, pendant qu'on se parle. Nous, il n'y a pas un film qu'on a vu terminer. Hein. Elsa Keslassi. Oups. Ça marche. Elsa Keslassi du magazine Variety. L'année dernière, vous aviez innové avec l'expérience d'Inarritu en réalité virtuelle, et il y avait aussi la série David Lynch, Twin Peaks. Cette année, on attendait Suspiria. Est-ce que vous allez faire des annonces en termes de réalité virtuelle ou série télé, ou c'était juste l'année dernière pour le 70e anniversaire? Alors l'année dernière, en effet, je rappelle que si on l'a fait, série télé et réalité virtuelle, c'était parce que c'était fait par 3 cinéastes, Inarritu, Jane Campion et David Lynch, qui sont 3 amis de Cannes et dont on avait envie de montrer le travail, de donner des nouvelles d'eux. Bon. Cannes a désormais un festival de séries, comme vous le savez,
Il y en a un autre qui va commencer bientôt à Lille. Le Festival international du film. Parce que le film, ça reste un mot qui est précisément lié à la matière, au celluloïd. Le Festival international du film est un festival international de cinéma. Bon. Et donc, on n'est pas là pour... Après, on ne s'interdit pas de montrer. Joël et Ethan Cohen sont en train de travailler à une série. Si elle avait été terminée, pourquoi pas, on aurait pu imaginer montrer un épisode, parce que ça donne des nouvelles, comme lorsqu'un cinéaste fait un petit documentaire et que nous montrons. Donc, non, je ne crois pas qu'on fera des annonces supplémentaires là-dessus. En tout cas, ça ne s'est pas trouvé cette année. Et c'était formidable, l'an dernier, précisément parce que c'était le 70e anniversaire, d'avoir David Lynch, d'avoir Jane Campion et d'avoir Alejandro González Iñárritu d'une autre façon. Précisons qu'on a été très heureux de cette opération pionnière en VR, d'abord parce que chacun sait que c'est l'une des expériences de VR l'une des plus fortes de l'histoire. Elle a été faite par un cinéaste et on tenait à ça, et que Alejandro a reçu un Oscar pour ça. Il n'était même pas dans les papiers, tellement ils ont décidé dès qu'ils l'ont vu. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très... Mais ces débats-là ne sont pas terminés. Alors je précise que le marché du film, dirigé par Jérôme Paillard, a été pionnier sur la question de la réalité virtuelle il y a plusieurs années, même si, encore une fois, contrairement à certains de nos collègues, festival de cinéma ou festival de photo, nous n'avons pas de section dédiée à la réalité virtuelle, sur le plan, disons, artistique. Sur le plan technique et industriel, le marché du film, lui, est tout à fait actif sur cette question-là. Et à propos de réalité virtuelle, c'est extraordinaire d'avoir vu le travail d'Iñárritu au bord de la frontière américano-mexicaine et de voir ce qui se passe ces dernières semaines. Bien réel. Bonjour. Bonjour, Fabrice Leclerc, Paris Match et Radio Festival. Quid du film de clôture? Je crois qu'il revient cette année. À quoi on peut s'attendre? Est-ce que ça peut être solo? Est-ce que ça sera un film festif? Comment vous envisagez ce film de clôture, si vous l'envisagez? Alors, au moment où on se parle, on n'a pas de film de clôture, donc il n'est pas annoncé. L'une des intentions de l'évolution de la programmation est de terminer un samedi, à part le fait que tout le monde rentrera à la maison le dimanche. C'est aussi que le film de clôture soit un film qui sorte et qui fasse le lien entre, alors pardon pour ceux qui ne sont pas français, je parle souvent du territoire français, mais qui permettrait de faire un lien entre la France, enfin entre l'exploitation, le festival, et puis le cinéma qui continue dans les salles. Bon. Donc j'espère qu'on trouvera quelque chose, puisque même on voudrait aller assez loin, permettre que ce film sorte par exemple dès le vendredi, en France et ailleurs dans le monde, parce que c'est déjà la fête, la fin de la fête, et soit ensuite montré à Cannes le samedi soir. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Donc on fera peut-être comme l'an dernier, comme depuis quelques années, on montrera la Palme d'Or en clôture. Joël Virstel, c'est Halifax. Avant de poser ma question, je voulais juste faire un petit témoignage sur la pagaille. Je reviens du MIP TV, donc sur la pagaille entre les trains annulés, les avions, etc., etc. Et ça sera encore le cas pour le festival, puisque un certain nombre de dates sont prévues comme date de grève de train en particulier. Mais ce n'était pas ma question. Non, mais tout ça pour dire quoi? Non, c'était juste pour un témoignage. Je sais que ce n'est pas votre question, mais... Un témoignage que je reviens du MIP TV, c'était vraiment la pagaille. Oui, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire ça va être la pagaille, quoi. De prendre ses précautions et voilà. Bon, bref. C'était pas la question du tout. En ce moment, se discute énormément la chronologie des médias avec des décisions qui peuvent être annoncées dans les prochaines heures. Est-ce que le festival a une position officielle sur la question, protection de la salle, etc. Et est-ce qu'un certain nombre de professionnels se plaignent du fait que la question du piratage est relativement peu abordée en France et avec peu de mesures concrètes? Est-ce que le festival a une position aussi officielle et s'exprime sur ce sujet? Le festival a une position très militante contre le piratage. Donc, interrogé par tous ceux qui réfléchissent au gouvernement, dans les instances, CNC et autres, à toutes ces questions, nous avons redit que, sans doute ces dernières années, la pression, pour employer le mot qui était donné tout à l'heure, la pression s'était un peu trop allégée face au piratage et qu'il fallait, c'était pas du tout hors du temps, de nouveau mettre l'accent sur la lutte contre le piratage. Le meilleur moyen de lutter contre le piratage, c'est que
les diffusions sur tout support réglementé soient le plus proche possible de la vraie vie. À cet égard, nous, à titre individuel, le festival n'a pas à prendre position, il peut témoigner dans une commission interrogée par une instance qui est un comité de réflexion, mais notre position individuelle, Thierry et moi, elle ne va pas vous surprendre, c'est que l'ASVOD est, dans la chronologie des médias bienfaitrices en France, est un élément qui est sujet à caution, parce qu'il n'est plus dans la vraie vie. Je ne veux pas raconter ma vie, mais quand j'ai pondu un rapport, qui, comme tous les rapports, n'a pas servi à grand-chose, mais en 2013, sur l'économie de la culture à l'heure du numérique, j'avais commencé à dire que, évidemment, la SVOD n'était plus en accord avec les pratiques de l'époque et qu'il fallait absolument rapprocher la fenêtre. On m'avait dit à l'époque, l'exécutif numéro 2 d'un grand groupe d'exploitation, le patron de Canal, le patron de TF1 était venu me tapoter la joue comme un enfant de cœur en me disant « Il est très bien votre rapport, mais vous vous trompez, la SVOD n'a pas d'avenir. » Aujourd'hui, Netflix va approcher, coller aux 3 millions d'utilisateurs en France. La SVOD est une pratique répandue dans toutes les générations et dans toutes les couches de la population. Il faut en tenir compte si on veut à la fois lutter contre le piratage et faire en sorte que l'organisation de la distribution des images en France colle un peu mieux, ce qui ne sera pas très compliqué, à la réalité de la consommation dans notre pays. Et ça n'est pas trahir, cher Pierre, un secret de dire que nous avons été tout à fait récemment en contact avec les plus hautes autorités de la République et que la première des choses qu'on a dit, c'est que la question de la lutte contre le piratage restait une priorité pour les gens de cinéma, pour les artistes en général, et que ça nous concernait tous. Alors moi, j'aurais voulu savoir pour les films des migrants, sur les migrants, vous les avez introduits, c'est très bien, c'est vraiment extraordinaire. Y aura-t-il des migrants pour dire leur vérité, comment ça se passe vraiment? Et je voudrais savoir aussi pour l'affiche, le photographe qui a fait cette affiche, il est mort depuis 15 ans. Pierre Georges. Alors, comment il a été choisi? Comment vous avez fait? Parce que je ne sais toujours pas, est-ce que c'est un phonogramme ou est-ce que c'est une photo de plateau? C'est une photo de plateau faite par Pierre Georges, qui est un photographe de plateau des années 60 en particulier, qui n'est plus de ce monde, et je crois que son épouse est ici, et je voudrais saluer sa présence. Bonsoir, madame. Vous êtes là-bas. Merci. Et je veux, puisque nous ne nous connaissons pas, et que Caroline Vautreau vous a parlé beaucoup, saluer votre présence et votre participation, parce que c'est grâce à vous. C'est une façon pour nous on parlait aussi de droits d'auteur, de saluer Pierre Georges comme artiste, mais aussi comme quelqu'un qui a créé la Société des photographes, qui était très impliqué sur ces questions-là. On avait d'ailleurs plusieurs photos, pour vous parler de ça, de lui, qu'on envisageait, et on a fini par... Donc c'est pas un photogramme, c'est une photo de plateau tout à fait célèbre pour ceux qui connaissent évidemment le film, comme était célèbre la photo de Faye Dunaway de Jerry Schatzberg. On a voulu d'une certaine façon s'approprier cette photo, en redire la beauté. Il nous semble qu'elle avait du sens. La maquette a été faite, et c'est elle qui a trouvé cette photo, par Flore Maquin, une jeune graphiste lyonnaise, qui a fait un travail de réinterprétation des grandes affiches de l'histoire du cinéma. Et voilà, on a travaillé, c'est elle qui est parvenue à ce résultat, et voilà, on est content parce qu'elle plaît beaucoup, et on avait envie de dire ça. Pour tout vous dire, l'une des photos où on voyait déjà Anna Karina, et Anna Karina et Jean-Paul et Jean-Luc ont été évidemment prévenus, mais Anna Karina peut-être tenait quelque chose autour de la question des femmes, et c'est des femmes qui nous ont dit non, mais on ne veut pas ça. On ne veut pas dire quelque chose seulement. On veut aussi parler de la suite, qui est peut-être un retour à l'amour, mais qui est en tout cas la symbolique d'un homme et d'une femme. Et j'espère qu'un jour on aura aussi 2 hommes, 2 femmes, et la symbolique qu'on voulait donner pour cette année.
joyeuse et exubérante et libre. Bonjour, Philippe Rouillet pour Positif. Comme on est là pour dissiper les rumeurs, je voulais savoir pour Lars von Trier qui n'est pas en compétition, si c'est parce qu'il est toujours persona non grata à Cannes ou si c'est parce que le film vous a déçu. On répondra à cette question dans quelques jours, on l'espère. C'est bon comme réponse ou... Oui. Quand la femme de France Inter a parlé de Iran, je voulais ajouter quelque chose et poser une question. C'est unique cette année parce que demain ou après-demain, les maniaques vont frapper les monstres. Et nous sommes dans le boule pendant 11 jours. C'est la première fois dans la vie que nous sommes en train de... Trump et May va bombarder Bachar al-Assad, la Russie, Poutine. Et France a toujours... C'est le cinéma en France qui a toujours... C'est nous qui a créé, qui a créé toujours les liens entre les Iraniens, les Russes, les Syriens. C'est ça les différences dans le cinéma. Et c'est pour ça l'impact de Cannes, c'est très important. C'est le plus important, c'est le plus prestigieux. Et c'est pour ça la sélection, c'est le plus important dans le monde. Parce que nous sommes dans des temps très dangereux, mais c'est nous, les gens de cinéma, qui nous ne voyons pas les frontières, etc. Et c'est votre responsabilité qui est beaucoup plus importante qu'il y a 50 ans, parce que nous sommes dans un autre monde maintenant. Mais ça a toujours été la responsabilité du Festival de Cannes, ça a toujours été le devoir du Festival de Cannes. On rappelle qu'une palme d'or a été remise à Yilmaz Güney qui n'était pas présent, que des gens ont été sauvés par Cannes, que Andrzej Wajda, dont on salue la mémoire, puisqu'il est parti il n'y a pas longtemps, également était là pour un film. Ça a toujours été ça. Et puis Pierre Vieux et Gilles Jacob avaient organisé un colloque sur la liberté, sur la création et la liberté, à l'époque où Lionel Jospin, je crois, était Premier ministre. Donc voilà, nous sommes parfaitement conscients de ces enjeux. Et pour terminer, sauf s'il y a une question vraiment qui a été oubliée, mais pour terminer, ce festival-là n'est pas le festival de Pierre Lescure et de Thierry Frémaux. C'est le festival de tout le monde. Ce festival, on le fait tous ensemble. Et ce que vous dites est tout à fait juste. Et c'est chacun, là où il est, s'il en partage des convictions, qui doit faire en sorte de se montrer exemplaire sur les questions les plus importantes. Merci à toutes et tous. Rendez-vous le 8 mai. Vous avez fait que ça, nous prenons en photo.